Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs, un festival, nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2021. Je dis ça parce que soit vous êtes en direct, soit vous vivez l'émission exactement comme bon vous semble, en vidéo sur toutes les plateformes, sur la plateforme où vous êtes évidemment, ou en audio sur toutes les plateformes de podcast. Et vous avez bien raison. Cette émission est coproduite, comme depuis le début, comme depuis plus de 10 ans, par JD Carré, Triple C et Le Cube. Et nous sommes dans un format, du coup, particulièrement particulier. Et je suis bien accompagné, puisque je suis accompagné de Laura Plisson. Bonjour Laura. Mais rebonjour Éloi. Laura, nous allons aujourd'hui parler, alors là je mets comme à mon habitude des mots-clés sur la table et puis après on les tricote, on les détricote et on en fait quelque chose. On va parler de choisir la cause des femmes, on va parler d'éducation, on va parler d'inclusion. Quels autres mots-clés, Laura, vous aimeriez mettre comme ça sur cette table imaginaire? Il y en a beaucoup, mais je pense qu'ils seront abordés. Cinéma, avortement, pilule peut-être aussi, Pologne, pourquoi pas. Je pense qu'il sera un petit peu aussi question de politique dans cet échange-là. Donc voilà, je propose qu'on laisse la parole à nos invités. Alors les invités, j'accueille Ivan Fraude. Bonjour Ivan. Bonjour. Ivan, vous êtes professeur de lettres classiques, coordinatrice académique pour la délégation à l'action culturelle du rectorat de Nantes et vous êtes doctorante en cinéma à l'université Rennes 2. Et Violaine Lucas, Violaine, nous entendez-vous? Oui, très bien, bonjour. Bonjour Violaine. Alors Violaine, j'ai pris votre bio Twitter, hein, ça c'est mon parti pris, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus assumé, de plus actuel aussi, parce que parfois on le change. Alors, vous êtes présidente de Choisir la cause des femmes, professeure de lettres, conseillère régionale Pays de la Loire, Saint-Nazaire. Hashtag Saint-Nazaire, hashtag Pays de la Loire, bien sûr. Alors, une question commençant, Violaine, est-ce que vous pouvez nous resituer cette association Choisir la cause des femmes? Et bien sûr, nous allons parler de Gisèle Halimi. Alors, l'association Choisir la cause des femmes a été fondée en 1971 par Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, d'autres personnalités à l'époque, et elle s'est fondée en fait à la suite de l'appel des 343 femmes qui déclaraient s'être faites avorter, dont on fêtait les 50 ans là, le 5 avril dernier, et qui était l'appel des femmes en fait qui revendiquaient un accès à la contraception et en cas d'échec de la contraception, un accès à l'avortement. Et comme il y avait des femmes très célèbres dans cet appel, des femmes anonymes avaient également signé, mais si les femmes célèbres n'étaient pas inquiétées par la justice, en revanche, les femmes anonymes, elles, étaient inquiétées dans leur travail, à différents endroits. Et donc, Choisir s'est créé pour défendre toutes ces femmes qui étaient mises en difficulté. Et aussi, Choisir, donc, c'est constitué autour du procès de Bobigny, qui a eu lieu un peu après, en 72, et qui était en fait le procès d'une jeune femme qui s'appelait Marie-Claire Chevalier, une adolescente qui s'était faite violer et qui s'était ensuite faite avorter, qui avait été dénoncée par son violeur pour s'être faite avorter. Et elle et sa mère et les collègues de travail de sa mère étaient sur le banc des accusés. Et Gisèle Halimi avait pris la défense de Marie-Claire Chevalier et de sa mère et aidée par le mouvement féministe et par Choisir la cause des femmes, elle a gagné ce procès qui a permis à partir de 1975 que la loi Veil puisse légaliser et encadrer en tout cas l'avortement. Donc voilà pour l'association. De bien resituer, merci beaucoup Violaine. Laura, allez-y Violaine, pardon, allez-y Violaine. Oui, si vous voulez qu'on vous parle des projets actuels et contemporains de Choisir, en fait, on a Coco qui était rue Saint-Dominique à Paris et que nous devons déménager suite à la disparition donc, de Gisèle Halimi. Et en faisant en fait l'état des lieux de tout ce que nous possédions et que nous n'avions pas nécessairement fouillé ou n'avions pas nécessairement découvert, on est tombé en fait sur une véritable pépite ou des pépites en réalité qui sont des documents d'archives que nous jugeons exceptionnels parce que ce sont des lettres de femmes ou de personnes qui s'adressent à des soignants, à plusieurs soignants, médecins, infirmiers, etc., et qui exposent les raisons pour lesquelles, on est en 1970, 71, 72, pour lesquelles ces personnes veulent accéder à un avortement. Les lettres que nous avons trouvées, qui étaient dans des enveloppes cachetées et qui étaient un peu dissimulées en fait, nous permettent de mieux comprendre
quel était l'état d'esprit des femmes à l'époque, dans les années 70 en France, quand elles avaient décidé de ne pas donner la vie. Et ce qu'on découvre, alors d'abord, ces lettres, la lecture qu'on en a eue, nous montre que c'est souvent les femmes qui écrivent elles-mêmes, mais ça pouvait être aussi les parents, les mères, notamment de ces femmes, ou les maris ou compagnons qui partagent la difficulté de cette grossesse non désirée et qui veulent accéder à un avortement à l'époque où c'est illégal. Ce qui est marquant, c'est de voir les raisons, les explications pour justifier ce besoin d'un recours à un avortement et la peur de se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles et qui mettent en péril la vie de la femme. Les raisons, c'est d'abord des difficultés économiques. Les gens sont dans une situation financière difficile et la venue d'un nouvel enfant ou la venue de cet enfant, de ce premier enfant non désiré, va les mettre dans une très grande difficulté. C'est aussi des femmes qui ont 45, 50 ans, qui sont déjà mères de familles nombreuses et qui ne veulent pas d'un nouvel enfant parce qu'elles se sentent déjà débordées par un grand nombre d'enfants, de responsabilités, de tâches qu'elles ont à accomplir. Il y a souvent aussi la détresse psychologique dans laquelle cette grossesse non désirée place les femmes. Leur âge, soit un très jeune âge, soit j'ai parlé donc de femmes plus âgées qui ne voient pas à 50 ans avoir une nouvelle grossesse, et puis des difficultés de santé, que ce soit des santé psychologiques ou que ce soit de la santé physique. Et puis ce qui est marquant et très troublant dans ces lettres, c'est les excuses formulées par ces femmes ou par ces hommes qui s'excusent devant le médecin, devant l'infirmière à qui ils s'adressent, qui s'excusent parce qu'ils se sont mal comportés en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en ayant des relations sexuelles, ils ont accompli quelque chose qui, en définitive, a des conséquences qu'ils jugent désastreuses, honteuses, parce que la femme se retrouve enceinte. Ça, c'est édifiant à voir dans ces lettres. Ce sentiment de honte, de culpabilité, ce besoin de justifier pourquoi je demande un recours à un avortement. Et c'est des cris de détresse. C'est des cris de détresse qui se soldent même par des déclarations du type « je me suiciderai si je suis obligée de mener à terme cette grossesse ou si je ne peux pas avoir un avortement. Ouais. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui en fait? Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est se dire « bon, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a un problème autour de cette question-là de l'avortement ?» Alors, ce n'était pas ma question, c'était pas ma question, Vélène Lucas, mais ma question juste derrière, ça aurait été à quoi ça sert de faire ce travail comme ça de recherche, d'analyse de toutes ces archives? Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais voilà. Cela dit, qu'est-ce que ça montre? Effectivement, c'est une vraie question. En fait, voilà, nous, on s'est demandé en fait quoi faire de tout ça, en fait, parce que c'est l'histoire de notre association de choisir la cause des femmes. Elle est vraiment très intimement liée au procès de Bobigny, à la question de choisir de donner la vie. Ça ne s'appelle pas choisir la cause des femmes pour rien. Choisir, c'est comment les femmes se déterminent. Et se déterminent notamment, première pièce du combat de choisir, c'est la question de la contraception et de l'avortement. Donc nous, on s'est posé la question de, se réapproprier cette histoire-là, parce que on ne veut pas se dire qu'en réalité, ce qui s'est produit il y a 50 ans, la question de l'obtention du droit d'accès à l'avortement, etc., on ne veut pas dire que c'est réglé une fois pour toutes, parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas réglé une fois pour toutes. Pour preuve, le 18 février dernier, il y avait une proposition de loi pour étendre le délai légal de recours à l'avortement de 12 à 14 semaines. C'était une proposition de loi dans une niche parlementaire proposée par les minorités de gauche, et qui a été rejeté parce qu'il y a eu 500 amendements de parlementaires qui ne veulent pas qu'on allonge ce délai légal. Dans le même temps, ces mêmes parlementaires ne veulent pas qu'on facilite l'accès à l'avortement. Le projet de loi portait aussi la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer ce geste. On sait qu'en Pologne, il y a un recul terrible sur le droit à l'avortement et que le même pourrait avoir lieu en France ou dans d'autres pays où actuellement, en tout cas, on a un accès plus favorable, même si en réalité, ça ne se fait pas. On sait aussi qu'il y a environ 1500 femmes qui, en France, quittent la France pour aller se faire avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal, que cela coûte 1 000 € pour l'intervention simplement aux Pays-Bas, en Angleterre ou en Espagne. Et on sait qu'il faut à peu près 1 000 € aussi pour pouvoir payer les frais de transport, d'hébergement. Donc, il y a des femmes probablement en France aujourd'hui qui n'ont pas les moyens financiers de pratiquer un avortement à l'étranger et qui donc probablement pratiquent des avortements clandestins, sachant que ces femmes, dans l'étude qui a été menée récemment, les femmes qui ont recours à un avortement à l'étranger disent et expliquent qu'elles ont tenté par elles-mêmes de faire passer cette grossesse.
Donc, la question de est-ce que ça demeure dans l'actualité? Oui, ça demeure dans l'actualité, mais c'est invisibilisé. D'autres causes plus médiatiques et tout aussi intéressantes et importantes masquent en réalité le fait que les combats d'il y a 50 ans sont toujours là et qu'il y a toujours des femmes, et ces femmes qui sont dans l'ombre, hétérosexuelles en l'occurrence, et qui ne veulent pas de leur grossesse, quand elles sont dans des difficultés économiques, bien elles ne peuvent pas trouver d'endroit ou d'espace pour en parler. Alors notre projet, à partir de ces lettres, moi en fait ça part d'une expérience toute personnelle et c'est la présence d'Ivan Frou aussi à mes côtés aujourd'hui est liée à ça, c'est que face à ces lettres, Choisir se trouve, le siège actuellement est à Paris. Mes collègues de travail, donc je suis professeure de français, prof de lettres, m'ont demandé un jour, Ivan m'a demandé particulièrement avec d'autres collègues d'expliquer ce que faisait Choisir. Et je leur ai parlé de toutes ces lettres. Et là, j'ai eu les réactions que j'ai quand j'en parle à plein d'autres femmes de toute origine, quelle qu'elle soit, sociale et autres. Toutes sont très émues. Et en fait, mes collègues de travail, elles ont été très émues par ce que je racontais sur ces lettres. Et elles m'ont dit, mais on voudrait les lire collectivement. Et en fait, on s'est dit qu'on allait se réapproprier cette histoire des femmes et ces lettres, ces récits, dans un travail collectif, citoyen, qui mêle plusieurs approches. Nous, on va commencer par lire ces lettres collectivement, ce groupe de femmes. On va lire ces lettres, on a commencé à le faire, et on va en faire un travail qu'on va vouloir élargir, qu'on veut élargir en fait à l'ensemble des citoyennes de Saint-Nazaire et des environs, parce que c'est une petite ville moyenne, voilà, on est en province, on est dans un territoire qui fait partie de ces territoires un peu oubliés. On avait un mouvement des Gilets jaunes très fort ici, une maison des Gilets jaunes qui faisait un travail notamment sur les droits des femmes. On veut cette réappropriation citoyenne populaire de cette histoire des femmes et de leur appropriation de leur corps pour voir comment ça se passe aujourd'hui, cet accès à la contraception et à l'avortement. On voudrait travailler avec le centre de planification, avec des associations. On a des historiennes qui sont prêtes à travailler avec nous. On a rencontré des femmes qui ont fait une pièce de théâtre sur le procès de Bobigny. Et on voudrait donner une forme cinématographique et particulièrement documentaire à ce travail d'appropriation populaire et citoyenne de cette histoire du droit des femmes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait en faire un documentaire. Alors on est au tout début du projet et ça résonnait particulièrement avec le travail que Ivan fait dans sa thèse particulièrement et d'une façon générale aussi dans son engagement pour le cinéma auprès de nos élèves. Et c'est de ça dont je pensais qu'il était bon de parler ce matin, enfin ce midi. Laura, je vous laisse. Ouais, j'ai une question pour vous, Violaine, avant qu'on puisse enchaîner sur le travail d'Ivan. Simplement, à travers vos travaux et l'actualité en règle générale, on constate que le combat pour l'avortement, il reste tristement d'actualité et peut-être même plus que jamais. Par exemple, vous le disiez très bien, à une époque, on allait en Pologne pour se faire avorter. Aujourd'hui, c'est l'un des pays européens les plus régressifs de ce point de vue-là. Je lisais encore il y a 2 semaines dans Le Monde que 70% des médecins en Italie avaient recours à la clause de conscience pour ne pas effectuer les avortements, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, notamment dans les environnements où il y a des déserts médicaux. Les conséquences sont absolument terribles. À Malte, l'interdiction, elle est carrément totale. Du coup, une question, je pense que vous aurez une réponse à m'apporter un peu éclairante. Qu'est-ce que ça vient toucher de si particulier pour qu'il y ait autant de levées de boucliers dès qu'on parle du sujet de l'avortement ? Mais en fait, je pense que Ivan va justement très bien répondre à cette question-là, parce que ce que ça touche de très sensible, on le voit bien, vous avez raison, en Italie, sur le papier, en Italie, on peut normalement avorter. Mais en réalité, il y a effectivement peu de praticiens qui le font. Et on voit des entraves systématiques un peu partout. L'exemple que je citais du 18 février, du rejet de la proposition de loi, ça le montre. En fait, les grossesses, où cantonner la femme à son rôle de mère, c'est éviter qu'elle puisse se développer ailleurs. Évidemment que c'est une expérience enrichissante et formidable d'avoir un enfant si on l'a choisi. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a à travers peut-être le discours ou la façon d'appréhender par le système de santé, par le système social, éducatif, etc., la grossesse, quelque chose qui est de l'ordre de l'aliénation de la femme à la capacité qu'elle a à enfanter.
Et je voulais juste lire, parce que c'est dans Une farouche liberté, le dernier ouvrage en fait, de Gisèle Halimi. Elle dit j'insiste, soyez libres, ne répondez pas forcément à l'injonction de maternité. Elle dit la maternité n'est ni un devoir, ni l'unique moyen d'accomplissement d'une femme. Elle mérite réflexion, considération, sans aucune autocensure. Pourquoi faire un enfant? Sauver le monde? Se reproduire? Laisser une trace? Ce doit être une décision prise en liberté et en responsabilité, hors pression biblique ou conditionnement social, un engagement réfléchi et lucide. En fait, peut-être pour répondre à votre question, Laura, c'est peut-être ça, en fait, on veut empêcher les femmes d'avoir un engagement réfléchi et lucide au moment de choisir de donner la vie. Merci beaucoup Violaine pour ces éclairages. Je propose qu'on laisse la parole à Ivan. Ensuite, on lui posera peut-être quelques questions. Oui. Ouais. Ivan, on vous écoute. D'accord, merci. Je vais juste en quelques mots préciser peut-être l'objet de ma thèse et la démarche que j'ai choisi de mener. Donc ma thèse s'intitule la représentation des femmes dans le cinéma français de 2016 à aujourd'hui, entre mutation et résistance. Et alors, pour faire court, en fait, il y a deux événements qui ont été concomitants et en partie contradictoires et qui m'ont fait me lancer dans ce projet. Le premier, c'était la cérémonie des Césars en 2019 et qui, à mes yeux, a résonné comme une violence de plus faite aux femmes à travers un palmarès qui a ouvertement méprisé le film de Céline Sciamma alors qu'il encensait celui de Roman Polanski. Et l'autre événement a été presque en même temps, à une semaine d'intervalle, un cours de cinéma que je donnais à l'INSPE et où, durant lequel j'ai entendu de très jeunes professeurs de lettres me dire que jamais ils ne montreraient le film de Renoir, Une partie de campagne, parce qu'on pouvait y deviner un viol. Et du coup, je me suis trouvée face à deux postures radicalement opposées, c'est-à-dire d'un côté, il y avait une résistance évidente du milieu du cinéma face à la libération des femmes, et de l'autre côté, une hypervigilance, un féminisme appliqué d'une façon un peu aveugle et qui risquait de mettre en place une censure de l'art cinématographique. Donc, je me suis posé la question, mais où se situe le cinéma au milieu de ces deux prises de position opposées? Et je tente d'y répondre en me penchant sur la question de la création, mais aussi sur la question de la réception. Donc, en fait, mes recherches sont dans une démarche à la fois sociologique, philosophique et esthétique. Voilà. Alors, du coup, vous allez me dire, bah oui, mais quel rapport avec le projet de Violaine, avec ce projet de découverte des archives de l'association Choisir? Alors, je vous pose la question, mais quel rapport avec la cause Choisir pour les femmes? Voilà, j'ai été trop vite, pardon. Mais oui, quel rapport? En fait, a priori, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de rapports. D'un côté, il y a un contexte du passé, les années 70, un combat juridique. Donc, c'est vrai qu'une approche très concrète, en fait, de la problématique de l'avortement. Alors que moi, je suis dans un sujet très contemporain et dans une démarche de recherche plus abstraite sur un mode d'expression artistique. Et pourtant, en fait, moi, tout de suite, quand on a commencé à discuter avec Violaine, les premières rencontres qu'on a eues, les premiers échanges, en fait, m'ont montré qu'il y avait des échos très évidents et très sensibles, en fait, entre la découverte des archives et les analyses que je mène sur les œuvres cinématographiques contemporaines. Et de toute façon, d'une façon plus large, en fait, il y a des résonances évidentes qui s'établissent entre ces années 70 et notre présent. Et tout à l'heure, Violaine évoquait justement la part d'émotivité que ça avait engendré, ce projet. Je pense que la première résonance, c'est ça, c'est l'émotion en fait que génère la découverte de ces archives et une émotion qui révèle en fait une sensibilité et des blessures féminines en fait qui semblent perdurer. Alors malgré les progrès évidents, bien sûr, des victoires remportées. Et puis une autre résonance, c'est aussi je la ressens aussi parce que finalement ces lectures soulèvent le besoin d'une parole libre. Et cette parole libre, je pense qu'elle est au cœur de notre société actuelle et au cœur du problème aussi des femmes aujourd'hui. Et enfin aussi, autre résonance parce que du coup, la lecture des lettres, mais aussi ce retour sur le procès de Bobigny, en fait, réactive la question du corps des femmes. Et en fait, on se demande aujourd'hui où en est-on? En fait, le corps des femmes leur appartient-elle
aujourd'hui, plus qu'hier, et en quoi en fait, hein. Donc voilà aussi la troisième résonance qu'on peut voir. Merci Ivan. Nous sommes toujours avec Ivan Fro et Violaine Lucas dans ce rendez-vous du futur. Ivan, vous venez de parler plusieurs fois de résonance. J'ai moi-même une résonance à vous proposer. Une résonance avec une précédente émission du rendez-vous des futurs, une émission avec Marie-Hélène Patoumatis. C'est une émission qui avait été réalisée pendant le confinement. Et elle nous resitue deux, trois petites choses. Et c'était dans son échange avec Coralie Huchet. On se retrouve juste après. Ça me paraissait important, et ça, c'est né en fin de compte de mon travail quand j'ai travaillé sur le sauvage, le préhistorique, donc qui se rejoignent au 19e siècle et malheureusement ils se dévalorisent l'un l'autre, où j'ai beaucoup travaillé sur l'autre. Et là, à chaque fois presque, dans ces textes du 19e siècle jusqu'au début 20e, on a dans la même phrase les races inférieures et tout, et la femme, et les femmes. C'est-à-dire que cette infériorisation, elle a été aussi, on parlait de hiérarchisation, et ben là aussi on a dit, il y a l'homme, il y a la femme, ben, il y en a un qui est plus supérieur que l'autre. Et donc c'était vraiment partout quelque chose qui m'a frappé, qui était vraiment associé tout le temps. Et donc j'ai dit, ben, regardons ce qui se passe. Est-ce que là aussi, comme dit Françoise Héritier, que c'est quelque chose qui est depuis les origines? On dit toujours la domination masculine, c'est depuis les origines. Mais là, c'est pourquoi depuis les origines? Qu'est-ce qui montre que c'est depuis les origines? Et donc, c'est à partir là aussi de cette réflexion, de ce préjugé un peu sur le fait que les hommes, dès le départ, ils ont voulu dominer les femmes. Bon, et donc j'ai essayé de travailler sur ça. Et là, comme pour la violence, pour moi, la violence est une construction, et bien là, c'est pareil, c'est une construction. De retour dans ce rendez-vous des futurs avec Violaine Lucas et Ivan Frott. Violaine Lucas, juste un petit mot pour rebondir en quelque sorte, mais vraiment en peu de temps, sur le propos de Marie-Hélène Patoumatis. Finalement, c'est une question assez vaste et j'ai envie de demander où en est-on dans le fil de l'histoire concernant la cause des femmes. Elle en est où cette place? Est-ce qu'on est en régression? Est-ce qu'il y a quand même eu une série d'avancées? On parlait tout à l'heure de la Pologne, bon là c'est clairement la régression. La dernière fois que vous étiez venu nous voir il y a quelques années, on était en plein Trump et certains États commençaient à se rigidifier concernant la cause des femmes, c'était quand même assez catastrophique. Biden, là, une sorte de Biden mania en ce moment, où est-ce qu'on en est? C'est difficile d'avoir une vision très, à la fois internationale et de pouvoir répondre à cette question-là parce qu'on nous la pose tout le temps, mais je ne crois pas que en fait, on puisse y répondre très facilement. Et par contre, j'aurais bien aimé qu'on écoute davantage, si ça ne vous embête pas, Ivan Fro, sur le raisonnement qu'elle mène sur le cinéma et sur ça répondra à votre question, je pense, en fait, Éloi, parce que Ivan avait quelque chose de très pertinent justement à dire sur ça, sur le lien. Enfin, est-ce qu'on peut parler de progrès général? Les échos qu'en offre le cinéma et la place des femmes dans le cinéma, justement, je crois que ce serait intéressant qu'Ivan nous réponde sur ça. Alors ça, on va en parler juste après, Violaine, vous avez raison, mais il y a quand même une question de Laura qui me paraît tout à fait intéressante. Je vous promets, on parlera évidemment avec Ivan après. Biden, on est d'accord, c'est magnifique ce qu'il fait. Quand on le voit avec la vice-présidente et la porte-parole, c'est vraiment génial. Donc, de ce point de vue-là, il y a des avancées. Mais Laura, allez-y, oui, sur votre question. Oui, c'était pour rebondir par rapport à Ivan, les résonances dont vous parliez avec l'actualité, notamment celle du corps des femmes. Moi, je voulais qu'on parle aussi d'un symbole, c'est celui de la pilule. On sait que la pilule, quand elle est arrivée, c'était un vrai symbole de libération des femmes. C'était une façon aussi pour elles de se réapproprier leur corps et le contrôle aussi du souhait de vouloir donner la vie. Et on se rend compte aujourd'hui, notamment avec un certain éclairage des vaccins contre le Covid, mais entre autres que cette pilule, aujourd'hui, elle est presque trop prescrite, que maintenant on ne pose plus la question aux jeunes filles qui se rendent chez les gynécologues et que c'est un outil qu'on a tendance à prescrire de manière presque automatique alors qu'on sait aujourd'hui que ça peut avoir des dégâts très sérieux sur la santé. J'évoquais le Covid il y a un instant justement aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'avec certains vaccins où il y avait des cas de thrombose qui apparaissaient,
quid de la pilule qui peut en provoquer 10 fois plus, alors que jusqu'à présent, ça n'avait soulevé aucune inquiétude visible, en tout cas ou médiatisée. Aujourd'hui, on n'en entendait pas du tout parler avant. Alors, en fait, on ne pensait pas du tout qu'on parlerait de pilules et de contraception. On pensait vraiment qu'on allait parler du travail d'Ivan sur le cinéma et j'aurais bien aimé qu'on valorise ça. Sur la pilule, je ne crois pas qu'en fait, il y a peut-être beaucoup de prescriptions, mais en fait, en réalité, il y a aussi beaucoup d'empêchements en fait, d'accéder à la pilule. Et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne peuvent pas aller demander la pilule sans avoir une ordonnance. C'est compliqué et ça justifie aussi le maintien du nombre des avortements. Mais par contre, si on pouvait parler de cinéma avec Ivan… Bon, Violaine, on a tout à fait bien entendu le message, effectivement. Après, on avait quelques sujets quand même qu'on souhaitait aborder. Merci Violaine Lucas. Oui, Ivan, du coup, je me tourne vers vous concernant vos travaux autour du cinéma. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin pour nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Alors peut-être je vais tenter quand même de faire un lien pour donner un peu de cohérence à tout ça avec la petite vidéo que vous avez lancée là, juste après mon intervention sur cette idée de réfléchir à la place des femmes dans l'histoire. Même si je n'ai pas entendu tout, j'avais un mauvais son, mais en fait c'est quelque chose qui me semble très important et qui a émergé en fait au début du projet de lecture des archives, c'est-à-dire que en fait, selon moi, en fait, l'adhésion du groupe des femmes nazériennes, là, au projet de se tourner vers ces archives, ça a révélé le besoin de penser la continuité de l'histoire des femmes, de revenir sur les creux, les blancs de l'histoire. Et en fait, alors il y a des philosophes qui se penchent vraiment sur cette question, des philosophes tels que Geneviève Fraisse, qui dit qu'il est important de se poser la question d'où venons-nous, et que c'est d'ailleurs la bonne question pour imaginer où nous allons. Et en fait, cette notion d'historicité qui est à réécrire, qui est à élaborer, en fait, elle fait partie de mes questionnements dans mon champ de recherche sur le cinéma. Et en fait, sur pas mal de plans, notamment sur le plan de la critique cinématographique, parce que, à mon sens, on ne peut pas envisager en fait d'aborder la critique cinématographique féministe d'un point de vue féministe sans cerner en fait tout l'apport des années 70 et de théoriciennes telles que Laura Mulvey, par exemple, qui a mis à jour en fait la part de domination patriarcale et de nomination masculine qui était induite dans les représentations filmiques. Et c'est d'ailleurs cette théoricienne qui a démontré le poids du regard masculin, du male gaze dans le cinéma, et qui a montré comment il y avait un mécanisme d'objectivation du corps de la femme qui était mis en jeu dans le cinéma. Et ça, c'est quelque chose, le male gaze, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui dans le champ de la recherche du cinéma. Il y a une théoricienne actuelle qui a écrit un ouvrage il y a 2 ans qui s'appelle Iris Bray, qui est revenue sur cette notion et qui a réfléchi beaucoup à la façon dont le cinéma dans le male gaze enfermait le corps des femmes dans une représentation patriarcale, et elle se pose la question d'un regard féminin qui pourrait être élaboré au cinéma et qui pourrait permettre au corps des femmes justement de se libérer en partie. Alors sur 2 notions, male gaze, female gaze par exemple, il y a pas mal de questionnements et notamment autour de la bonne application de ces concepts à opérer sur les films du passé et du présent. Et voilà. Et donc cette question de la continuité de l'affiliation au cinéma, elle est aussi importante dans l'étude des films. Par exemple, on ne peut pas, moi je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je regarde le film de d'Agnès Varda de 1977, L'une chante, l'autre pas, et qui est complètement ancré dans le procès de Bobigny sur cette question de l'avortement. Je ne peux pas m'empêcher en fait de voir des échos avec le cinéma de Céline Sciamma et par exemple le dernier film de cette réalisatrice, Portrait d'une jeune fille en feu, où il y a une scène extrêmement forte d'un avortement porté par la sororité d'un groupe de femmes. Et voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le cinéma d'aujourd'hui finalement s'inscrit dans une forme de continuité et comment il révèle le besoin de l'écriture d'une forme d'historicité. Et il me semble que le projet de choisir la cause des femmes entre en plein en fait dans cette démarche qui est très actuelle et dont on ne peut pas faire l'économie en fait pour comprendre réellement ce qu'il en est d'aujourd'hui en fait.
voilà, je ne sais pas si... Merci. Non, 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 effectivement, le temps file malheureusement, mais bon, après ça, c'est mon job de rappeler que Oui. le temps est une denrée rare parfois. Merci beaucoup, Violaine Lucas. Merci beaucoup, Yvan Fro. On va suivre évidemment Choisir la cause des femmes et n'oubliez pas de communiquer au maximum sur vos travaux parce qu'ils sont importants. Merci beaucoup, Laura Plisson, de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à JD Carré, Triple C Le Cube, les coproducteurs de cette émission. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes vidéo, sur toutes les plateformes audio, bien sûr, en podcast audio, comme d'habitude, si vous le voulez. Aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.